Quelles sont tes racines et tes fondations? Mes racines. Ah, mes racines, elles sont loin d'ici, puisque si je prends, si je prends la famille du côté de ma mère, c'était l'Indochine. Et du côté de mon père, il y a, oui, oui, il y a un petit peu de Lorraine, un petit peu de tout, parce que si on remonte, il y a même plein de choses. Mais et puis je suis né au Congo, moi. Donc tous mes frères et sœurs sont nés à Saigon, en Indochine, et moi je suis né le petit dernier. Je suis né au Congo. Donc mes racines, elles sont oui, profondément africaines quand même, parce que j'ai passé 16 ans, pratiquement 16 ans. Au Congo et la première fois que j'ai vu la France, c'est la première fois que je venais en vacances en France, je devais avoir, je sais pas, 12-13 ans. Je n'ai jamais vu d'autre chose que l'Afrique avant. Donc je suis né à Pointe-Noire, la République populaire du Congo à l'époque. Et j'ai appris à parler français en même temps que j'ai appris le Mounoukoudouba, puisque ma nounou, Banzouzi Philomène, donc, était congolaise. Elle avait à peine 14-15 ans quand elle s'est occupée de moi. Et, et elle a appris, elle, le français dans mes cahiers, et pendant elle me chantait des chansons en Mounoukoudouba et elle m'apprenait sa langue. Donc mes racines, oui, sont profondément africaines quand même. Et qu'est-ce que tu as appris de tes parents? Qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Ah, bah, ça c'est des choses tellement inconscientes, je crois qu'ils m'ont appris. Déjà, j'ai eu beaucoup de chance, c'est de naître là-bas en Afrique et que nous habitions dans une assez grande maison. Et c'était un véritable zoo parce qu'on avait toutes sortes d'animaux. On avait à peu près en moyenne à peu près 25 chiens. Je dis en moyenne parce qu'il y en a beaucoup qui naissaient, beaucoup qui mouraient. On avait les chats, on ne pouvait pas les compter parce qu'ils vivaient à moitié sur les toits autour et puis dehors et ils venaient juste pour manger. Mais on avait des antilopes, on a eu des moutons, des pigeons, bien sûr, des choses comme ça, mais on avait des serpents aussi. Ma mère élevait des pitons. Elle avait une couleuvre aussi, elle avait des pitons dont le plus grand faisait 4 mètres de long. Elle se promenait avec autour du cou, etc. Alors, elle adorait ça, elle adorait les animaux. On avait des vivariums, des aquariums que ma mère construisait elle-même, avec toutes sortes de poissons. On avait des volières avec des oiseaux de toutes les couleurs, de toutes sortes. On a eu jusqu'à un crocodile et un gorille, c'était le plus grand. Mais on avait des singes, des museaux bleus, on avait des hamsters, des caméléons, des porcs-épics, je ne sais pas ce qu'on n'avait pas eu. En fait, dès que ma mère voyait un animal en captivité, il y avait souvent des jeunes Congolais qui se promenaient avec un bâton et un singe accroché au bout pour essayer de le vendre. Comme ça se faisait dans cette époque-là, malheureusement, et que ça se fait encore, hélas, dans pas mal de régions. Dès que ma mère voyait un animal en captivité ou blessé, elle le recueillait, elle le soignait, lui donnait un nom, et puis il était à la maison. Et donc ça allait du singe au serpent, toutes sortes de... On avait de tout, de tout, de tout. Donc on vivait dans cette espèce de, 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 de- de- de jungle où tous les animaux se mélangeaient. Alors les chiens mangeaient dans les mêmes gamelles que les antilopes. J'ai vu des antilopes manger des pattes, par exemple, des, des chiots élevés par qui tétaient des chattes en chaleur parce que la mer n'avait plus de lait. Enfin, il y avait tout se mélangeait là-dedans. C'était assez fabuleux. Et on était au milieu des animaux. Donc il fallait faire très attention dans le jardin parce qu'il y avait des crottes partout. Mais à part ça, c'était fabuleux. C'était vraiment génial. Et je me souviens que ma mère effrayait beaucoup de monde avec ses serpents, parce que avec ses, ses boas, non, c'est pas des boas, les gens appelaient ça des boas, mais c'était des pitons d'Afrique. Donc elle les nourrissait, etc. Mais elle jouait avec, elle se promenait, et puis elle avait aussi un serpent qu'elle avait, une sorte de couleuvre locale qu'elle avait élevé, qu'elle avait dressé, qu'elle avait appelé Cléopâtre.
et elle s'amusait à faire des tours. Alors elle mettait une règle, elle tapotait sa règle et elle disait Cléopâtre debout. Et le serpent se mettait le long de la règle et elle enlevait la règle et il restait debout comme ça. Et elle l'enroulait autour du volant de sa voiture et elle se promenait avec son serpent qui allait dans les trucs autour de ses bras. Et puis quand elle se garait, elle lui disait Cléopâtre, elle tapotait sur son volant, elle disait Cléopâtre debout et le serpent se levait comme ça et puis alors elle laissait son sac à main, son truc, tout. Personne n'est jamais rentré dans la voiture. C'était assez fabuleux. Donc oui, j'ai eu avec mes frères et sœurs une enfance vraiment, vraiment dorée. Et donc, ils m'ont appris l'amour des animaux. Ça allait tellement loin que je me souviens que quand on était enfant, on allait passer des week-ends en brousse, dans la jungle. Mon père chassait un petit peu, il chassait le buffle, mon père. Donc, mais là, c'était pas pour chasser, on prenait la tente et on allait des fois au bois des singes ou à Chibota. Et une fois, nous étions dans une région qui s'appelait Chibota. Et puis, on campait et j'ai entendu un bruit, un piaillement bizarre, mais vraiment, vraiment très étrange, que j'avais jamais entendu auparavant. Et j'ai cherché, et ça venait d'un buisson, et j'ai fini par trouver dans le buisson une sorte d'oisillon absolument affreux, gris rose, avec des petites plumes qui commencent à pousser, comme des petits poils, comme ça. On aurait dit un petit vautour, il était vraiment très très laid. Et il était tombé du nid, vraisemblablement, il était au milieu de ce feuillage un peu comme des ronces, donc je l'ai ramassé. Et je l'ai amené à ma mère, parce que ma mère, on pouvait lui amener n'importe quoi, elle trouvait toujours ce qu'il fallait lui donner pour le booster, etc. Donc elle a pris le petit oisillon, et puis elle a fait comme avec les autres oiseaux qu'elle élevait. Elle a pris de l'œuf dur, je crois qu'elle mettait dans une seringue avec du lait, et puis elle le bourrait comme ça, elle lui ouvrait le bec, et puis et l'oiseau a grandi. C'est devenu un truc absolument fabuleux. Un oiseau à peu près grand comme ça, qui était bleu turquoise, avec de toutes les couleurs. Il avait des grandes plumes, il avait une houppette comme ça, et c'était un oiseau qu'on n'avait jamais vu nulle part, que ma mère s'est empressée d'appeler Chibota, bien sûr, parce que je l'avais trouvé là-bas. Et je me souviens que quand j'étais petit, les gens, les savants de l'Orstom venaient à la maison pour voir Chibota, parce que c'était un oiseau qui avait un nom comme ça, à rallonge latin, et qui avait disparu depuis l'ère secondaire, je crois. Complètement disparu. Et donc il n'y avait plus aucune trace de cet oiseau. Et il venait l'observer à la maison, etc. Et ma mère restait à côté, et elle leur disait, vous l'observez, mais de loin, vous l'embêtez pas, vous lui faites pas mal, etc. Donc il prenait des empreintes de ses pattes, il mesurait ses trucs, etc. Enfin, une fois, je me souviens qu'il lui a donné des plumes qui étaient tombées, mais elle refusait qu'il lui arrache des plumes. Elle leur a passé des plumes bleues, superbes, de Chibota. Et il venait régulièrement pour mesurer cet oiseau, et puis... ils espéraient pouvoir trouver une femelle ou un mâle, je ne sais plus ce que c'était enfin un couple pour faire perdurer la race, mais je crois qu'ils n'ont jamais réussi à trouver un autre Chibota. Voilà, donc des souvenirs comme ça, j'en ai à l'appel, c'était rigolo. Donc ils m'ont appris ça, l'amour des animaux, l'amour de la nature aussi, et puis de vivre ensemble aussi, parce qu'on était une grande famille, il y avait beaucoup de monde qui passait dans cette maison, et puis voilà, chez moi c'est un peu pareil, c'est une maison un petit peu ouverte tout le temps aux amis, toujours un endroit pour faire dormir les copains, et puis une place ou deux à ma table, toujours. Et quel enfant tu étais? J'étais un enfant assez, je veux dire, assez, comment on va dire, un peu, pas turbulent, mais on était beaucoup dehors, on était tout le temps à l'aventure, quoi. À l'école, je travaillais plutôt pas mal, mais avec facilité. Je me forçais pas. J'étais, par contre, pas doué du tout en mathématiques, mais tout ce qui était langue, etc., ça se passait bien.
Et on était tout le temps dehors avec les copains. On était avec les copains français et congolais, donc on se baladait un peu dans la nature. Alors on partait avec on se confectionnait des lance-pierres avec des vieilles chambres à air de Caterpillar et puis qu'on montait avec du cuir qu'on récupérait sur des vieilles chaussures, etc. On faisait du tir, on, ouais, on rigolait beaucoup. J'étais un enfant plutôt joyeux. J'ai que des bons souvenirs. C'est un pays où on rigolait. Il y avait une insouciance. Je crois que c'est l'époque aussi qui veut ça. Une insouciance incroyable. Et les Congolais sont des gens qui prennent tout à la rigolade. Tout. Un peu trop même des fois, parce que si par exemple, je me souviens qu'il y avait des fois un infirme par exemple qui passait, il se moquait. Quelqu'un qui était gros, il se moquait. Il n'y avait aucune retenue, mais tout partait en dérision, mais c'était une façon de vivre et personne s'en offensait. Le fait de Tout était prétexte à une moquerie. Le fait d'être blanc, par exemple, bah, il y a des noirs qui se moquaient des blancs. Le fait d'être métis, etc., c'était pire. Il y avait toujours quelque chose. Chaque différence était faite pour être tournée en raillerie, en moquerie. Mais c'était jamais très méchant, mais c'était très insidieux. Ça n'arrêtait pas. Il y avait des petites chansonnettes pour tout, aussi bien pour les nains que pour les boiteux, que pour les voilà. Donc on était là-dedans dans la rigolade constante et on prenait rien de sérieux. Voilà, je pense que c'était un peu une enfance dorée, une enfance complètement hors du temps quand même. Et à l'époque, qu'est-ce que tu rêvais de faire comme métier? Ben, je rêvais de faire de la BD, moi, toujours. J'ai toujours eu envie de faire ça depuis l'âge de 4 ans, hein. Et donc, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que mes parents ne m'ont jamais dissuadé. Et jamais dit, mais pense à autre chose, et si tu réussis pas, tu feras autre chose, etc. Ils m'ont toujours laissé dedans, dans mes rêves, à tel point que quand je suis arrivé en France, donc à 15 ans et demi, j'ai continué à aller au lycée, un petit peu, et je suis allé tout de suite voir des éditeurs, et j'ai commencé directement à travailler à 15 ans et demi, quoi, sans, sans avoir jamais douté de... Voilà, je pense que mes parents ont eu cette intelligence-là de me laisser dans mon truc, quoi. Si je m'étais planté, ben, j'aurais fait autre chose. Mais en tout cas, ils m'ont pas dégoûté. C'était déjà bien. Quels étaient tes rapports avec ta fratrie? Ben, ma fratrie, c'était sympa parce on était. Alors, il y avait 3 frères et sœurs qui se suivaient à un an et demi près. Donc, Marlène, Ralph et moi. Et puis, il y avait une grande sœur qui avait 13 ans de plus, hein, qui a 13 ans de plus, Pascal, qui vit aujourd'hui à Chamonix. Et il y avait Antoine qui était beaucoup plus âgé que nous aussi. Alors, c'était particulier. Bon, mon père, quand il a rencontré ma mère, avait 2 enfants, Pascal et William. Et ma mère avait un enfant, Antoine. Puis, elle vivait donc elle a quitté le père d'Antoine pour se mettre avec mon père et ils en ont refait 3. Donc il y aurait eu 6 enfants. Il y en a un que je n'ai jamais connu parce qu'il était resté chez ses grands-parents maternels, William, et il est mort à 17 ans, je crois, d'un accident de moto, mais je ne l'ai jamais connu. Donc après, il restait donc le fils de ma mère et la fille de mon père et les trois petits derniers. Donc les 3 petits derniers, on se suivait, donc on s'entendait très très bien. Avec ma grande sœur Pascal, c'était vraiment le pied parce elle s'occupait de nous comme une seconde maman. Parce que mon père était dentiste. Mon père était dentiste, chirurgien dentiste et prothésiste. Donc il faisait lui-même ses prothèses, il faisait des prothèses dentaires et il faisait des prothèses oculaires aussi. Il faisait des faux yeux. Et c'est lui notamment qui avait inventé le procédé pour que l'œil, la prothèse oculaire bouge avec l'autre œil.
en fait. Il avait inventé ça au Vietnam, à l'époque, en tirant, quand les nerfs optiques étaient encore vivants, avec un système de billes à l'intérieur. Enfin bref, c'était une autre histoire. Et donc avec ma grande sœur, Pascal, ça se passait très bien parce qu'elle était, un petit peu notre petite mère à tous. Parce que ma mère, elle, pendant que mon père travaillait, elle faisait beaucoup de choses. Elle peignait, elle faisait des inclusions sous plastique, elle faisait des championnats de ping-pong, elle était tout le temps à droite, à gauche, à fond la caisse. Et c'est surtout ma grande sœur qui s'occupait de nous. Et j'ai souvenir, on jouait beaucoup ensemble. On jouait beaucoup ensemble, on faisait plein de choses à quatre, quoi, avec ma grande sœur et mes frères et sœurs. Le grand frère, lui, le fils de ma mère, était beaucoup plus absent. Il était à un âge où il allait avec ses copains, il avait sa moto, il était pas du tout dans notre monde d'enfant. Ma grande sœur, elle, bien plus vieille que lui, était vraiment restée dans le monde des enfants et elle jouait avec nous, elle construisait des circuits avec nous. On a fait comme on aimait bien, moi je dessinais beaucoup, on avait fait un journal aussi de bande dessinée où mes frères et sœurs dessinaient un petit peu aussi pour m'aider à construire le journal. Elle faisait le lettrage, elle faisait tout ça avec nous. On a toujours été vraiment très très soudés. Très très soudés, oui, on est une belle fratrie, je crois on s'est bien amusé, on jouait tout le temps au cow-boy ensemble, on allait au Cinoche, à la plage, etc. On était tout le temps, quand on a un an d'écart, je vois ça avec mes enfants, ils sont tout le temps ensemble aussi, quoi. C'était bien, sans histoire. Non, je me souviens d'une fois, on était en brousse avec ma famille, et puis on est parti avec mon frère, et on est tombé sur un arbre à fruits de gorille. Alors les fruits de gorille, c'était un fruit absolument délicieux que je n'ai jamais retrouvé depuis. C'était un drôle de fruit, c'était des grosses grappes, grosses comme ça, à peu près, de fruits gros comme des gros raisins, comme ça, mais un petit peu allongés comme des amandes, et rouge turc, rouge profond, et comme en velours. Et à l'intérieur, il y avait un fruit très charnu et un noyau. On l'appelait le raisin de brousse aussi. C'était donc le fruit de gorille. C'était un fruit très, très difficile à trouver parce qu'il se trouvait qu'en forêt. Et c'est le fruit préféré des gorilles. Donc c'est un peu chasse-gardée. On avait trouvé cet arbre avec des grappes, superbes, vraiment mûres. Et, et alors c'est très curieux parce que ce sont des grosses grappes, comme je disais, mais elles ne poussent pas dans les buissons comme les raisins. Elles ne poussent pas dans un arbre non plus, parce que l'arbre est énorme, et elles poussent contre le tronc. C'est comme des excroissances, c'est sur le tronc que ça pousse. Donc c'est vraiment très très bizarre. J'ai jamais vu un fruit pareil. Et donc on s'est jeté vers cet arbre et on a mangé des fruits de gorille à gogo, plein de fruits de gorille. Et mon frère me disait, il faut faire vite parce qu'il ne faut pas être surpris par les gorilles parce que sinon ils nous massacrent. Parce que ça c'est vraiment sacré chez les gorilles. Et puis on était tellement contents, on en a mangé plein. Et puis on est parti de là et le lendemain, je crois qu'on a vu passer des gorilles de loin, de très loin, dans cette région-là. Et quand on est retourné, 2, 3 jours plus tard, eh ben, il n'y avait plus de fruits et tout avait été, on voyait tout qui avait été mâchouillé par terre. Et puis, mon frère me dit, mais tu te rends compte si on était tombé sur les gorilles, ils nous massacraient, etc. Et ça, c'était comme j'étais encore assez petit, ça m'avait marqué. C'est pas un des souvenirs les plus marquants, mais voilà, c'est celui qui me revient aujourd'hui. Et les gorilles, de temps en temps, prenaient ces fruits-là et les enterraient près de l'arbre. Ils les enterraient pour qu'ils vieillissent un peu, pour qu'ils maturent un peu. Et après, ils les redéterraient quand ils avaient dû virer en vin, quoi. Et ils se bourraient la gueule avec. En fait, ils les prenaient. Et certaines antilopes faisaient pareil aussi. Et après, elles partaient vraiment ivres. C'est curieux de voir que les animaux s'alcoolisent comme ça avec des... Mais bon, voilà, c'était un des souvenirs, mais j'en ai plein. Il faudrait que ça me revienne.